Puis sur ce lieu qui a eu toute une histoire, et vous-même vous y aviez participé à cette histoire, l'histoire continue. Et l'histoire elle continue, et ce lieu est toujours un instrument au service de notre vocation, au service de notre mission. Un instrument qui nous donne de nouvelles possibilités. Comme les instruments de musique, quand on les découvre, ils nous permettent de nous exprimer autrement. Et là, dans ce lieu, en tant qu'Église, mais aussi en tant que citoyens, en tant que membres de différentes associations, nous pouvons explorer de nouvelles façons de nous rencontrer, de nouvelles façons de témoigner. Et donc, ce bâtiment est un instrument au service, au niveau de l'Église, d'être une Église poreuse. Et ce mot poreux, il nous est venu il y a quelques années, quand on a essayé de dire, au fond, comment est-ce que nous voulons vivre le témoignage de l'Évangile. Là, je me suis surélevé sur une estrade. Il y a le mode estrade, où on proclame une parole d'en haut, hein, parce que bien sûr, il faut que la parole soit supérieure à tout ce qui se vit dans le quotidien. Et puis, il y a le mode enfouissement, ou alors là, justement, on est non pas sur une estrade, mais on est dans la terre, et puis voilà, on est très discret. Et pour eux, pour nous, c'était une façon autre, c'est-à-dire c'était d'être à niveau, d'aller à la rencontre, et puis dans ces rencontres-là, de recevoir, de partager de la vie. Et la porosité, c'est tout ce qui se passe dans les rencontres, improbables, inattendues parfois. Et au fond, pour exprimer cette vision, tu peux cliquer, il s'agissait pour nous de ne pas être une église pour, où on pense à la place des autres, pas une église contre, dans le sens d'être dans une contre-culture, de faire autrement, de prendre systématiquement le contre-pied, mais d'être une église avec les autres. Et dans ce « avec », il se passe beaucoup de choses, parce qu'il peut y avoir aussi des tensions, il peut y avoir aussi des dialogues, mais dans ce « avec », ça nous semblait très prometteur. Alors voilà la vision d'église qui nous porte. Donc dans ce lieu, ça va être un lieu de service pour l'église. Il y aura un espace agréable, fonctionnel. On ne vous l'a pas remontré, mais Alain a fait tout un travail, et on pourrait le reproposer une fois, où on voit toutes les salles, comment ça va être, comme ça peut nous projeter. Il y aura une visite de chantier uniquement pour 18 places, c'est comme ça, on ne peut pas plus. Il y aura prochainement une visite de chantier, on espère pouvoir en refaire une à un autre moment et pouvoir élargir de manière à ce que vous puissiez aussi une fois aller sur place. Donc, sur place, qu'est-ce qu'il y aura? Bien sûr, il y aura le secrétariat qui est commun à tous les secteurs. Il y aura un espace jeunesse. Il y aura un espace pour des entretiens pastoraux ou pour les différents aumôniers s'ils souhaitent rencontrer quelqu'un en tête-à-tête pour pouvoir échanger. Il y aura le local de l'entraide, de l'AFEP, Association familiale d'entraide protestante, qui organise Panier Babel, qui organise Babel Café. Et il y aura aussi des lieux de réunion pour toutes sortes d'activités, des groupes paroissiaux, des groupes d'études bibliques, les chorales ou des CA, des conseils d'administration de nos différentes associations. Et puis, la question qui nous est aussi posée aujourd'hui, c'est que voulons-nous y faire d'autre? Il peut y avoir encore plein d'autres choses. Et ce lieu, il n'est pas qu'à l'église. Tu peux passer. Et ce lieu, aujourd'hui, il est propriété de la Fondation du protestantisme. Et si je vous ai dit Fondation individualisée protestantisme de Montpellier, c'est parce que dans ces lieux, eh bien, il y a différents partenaires qui chacun a une fondation individualisée. C'est-à-dire, c'est comme une sorte de copropriété. Et donc, des partenaires, donc bien sûr l'Église. Il y aura aussi l'Armée du Salut, avec une pension de famille. Il y aura aussi GAM, avec une résidence sociale qui accueillera des femmes avec enfants, femmes célibataires ou des jeunes. Et puis il y aura aussi un dispensaire, un centre de soins, pardon. Et puis il y a aussi la radio FM+, qui aura son studio d'enregistrement. Et au fond, la radio nous permettra aussi de intensifier, parce que je crois qu'il y a besoin, intensifier le partenariat pour pouvoir, avec toutes ces associations partenaires, mais aussi avec des associations du quartier, eh bien, nourrir la grille de la radio. Alors, la diapo suivante. Donc l'association Le Carrousel, il y a le bâtiment qui s'appelle Le Carrousel, mais il y a aussi une association 1901 qui a pour but eh bien, de veiller à l'animation du lieu et aussi de veiller, puisqu'il y aura peut-être des associations qui vont vouloir utiliser les locaux, de veiller à la gestion de la grille de la semaine de location. Et cette association, il nous était important d'essayer de dire finalement qu'est-ce que c'est son esprit, qu'est-ce que c'est sa devise, qu'est-ce que c'est son projet.
Et donc, son rôle, c'est de veiller à ce que ce lieu devienne une maison par tous. Donc, vous l'avez déjà entendu, vous êtes au courant, c'est le petit jeu de mots à la place de pour, par. Et par, participer, apporter sa part, partager. Il y a tout ça dans ce mot. Pour que ce lieu devienne une maison commune. Alors, concrètement, vas-y, et la devise qui nous accompagne depuis un moment, mais on y revient souvent pour y retrouver aussi inspiration et élan, c'est qui ne se ressemble pas s'assemble pour créer quelque chose d'utile à tous. Donc, créer quelque chose. Qu'est-ce que nous pouvons créer ensemble? Alors, un exemple, mais c'est qu'un exemple parce qu'il peut y avoir aussi d'autres projets. Un exemple de ce que nous aimerions pouvoir développer au Carousel. Microfolie. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un projet qui a été développé par le ministère de la Culture et qui rassemble aujourd'hui, plus de 80 musées nationaux. Et donc, les partenaires fondateurs de Microfolie, c'est le Centre Pompidou, c'est le Château de Versailles, la Cité de la Musique, le Festival d'Avignon, l'Institut du monde arabe, le Louvre, Musée Picasso, Musée d'Orsay, Musée Quai Branly, Opéra national de Paris. Et j'en passe. Mais voilà les membres fondateurs. Et puis, il y a 90 musées qui en font partie maintenant. Et en fait, Microfolie, ils ont numérisé 1800 œuvres actuellement, mais c'est destiné à évoluer. 1800 œuvres qui ont été numérisées. Et l'objectif, c'est d'aller maintenant dans toute la France pour offrir ces chefs-d'œuvre des plus grandes institutions, de les rendre accessibles. Actuellement, il y a un projet d'ouverture de Microfolie au Vigan. Et en fait, il y en a aussi je crois qu'il y en a aussi à Lunel, merci. J'avais une hésitation. Ça, c'est proche de chez nous. Mais l'objectif, c'est qu'il y en ait plus de 200. Ils veulent en développer plus de 200 dans toute la France d'ici à l'année prochaine, et ainsi de suite. Et donc, le projet de Microfolie, c'est quoi? Eh bien, c'est de rendre accessibles toutes ces œuvres. Alors, comment ça se passe? Diapo suivante. Vous avez ici, ce n'est pas les plans du Carousel, mais vous avez ici une salle lambda. Et vous voyez dans cette salle, sur le mur à gauche, il y aurait une projection, un grand écran, où là serait présentée une œuvre. Et vous pourrez vous asseoir, et pendant 20 minutes, vous avez une sorte de spectacle visuel où vous découvrez l'œuvre de différentes façons. À votre place, ou là où vous êtes assis, eh bien, vous pourriez avoir une tablette, et sur cette tablette, vous pouvez voir l'œuvre, et puis si vous voulez cliquer sur un détail, si vous voulez voir par exemple une œuvre qui est similaire mais qui se trouve ailleurs, vous pourrez cliquer sur votre tablette et puis prolonger la visite à votre rythme, comme vous le souhaitez. Il y a aussi un espace réalité virtuelle. Il y aurait aussi un espace où simplement sur des fauteuils, vous pouvez mettre des lunettes 3D et à ce moment-là faire une visite d'une des parties du château de Versailles en restant assis ou en vous levant puis en bougeant un peu la tête comme ça, et puis vous visiterez dans les différents couloirs. Donc il n'y a pas besoin d'un espace dédié pour ça, mais par exemple on pourrait veiller à ce que le mercredi après-midi, Carousel offre cet espace-là, et ça peut être après décliné de multiples façons. Ça peut être aussi offert pour les écoles, ça peut être offert pour toutes les personnes du quartier, ça peut être offert aussi pour les résidents et d'autres dont les idées nous viendront plus tard. Alors pourquoi une microfolie au Carousel? Parce que, diapo suivante, parce que pour nous c'est une activité qui a du sens. Rendre accessible la culture, eh bien, je crois que ça peut favoriser un vivre ensemble plus fraternel. C'est une façon, alors, on va dire culturelle, de témoigner de cette conviction profonde qui a besoin de rendre accessible cette culture. Tu peux cliquer en fait. Ouais. Ouais, suivant. Ensuite, c'est une activité qui a l'avantage aussi de nous ouvrir sur tout le quartier et au-delà. Ça nous semblait très important de viser à cette ouverture. Et puis une ouverture qui se fasse... Non, alors là, t'as été trop vite. Voilà. Ok, voilà. Et après, on arrêtera sur cette diapo. Voilà. Stop. Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc une ouverture sur le quartier, et puis aussi une activité complémentaire à ce que peut proposer les autres associations partenaires, que ce soit l'Armée du Salut ou GAM, dans ce lieu. Et dernièrement, c'est aussi une activité qui est propice à de multiples déclinaisons. Parce que, après un microfolie, pourquoi pas
à un autre moment, pourquoi pas organiser, si c'est une œuvre d'art qui correspond à un texte biblique, pourquoi pas organiser aussi une étude biblique sur cette œuvre d'art. Mais de multiples déclinaisons, on peut organiser des festivals, on peut organiser plein de choses, et de nous relier à cette initiative nationale, ils nous mettent aussi en contact avec des partenaires qui nous permettent d'organiser ces choses-là. Voilà, donc voilà un exemple de ce qui serait possible. Et en fait, aujourd'hui, l'association Le Carrousel, le conseil d'administration, cherche à concrétiser cette initiative. Voilà, donc ça c'était pour une petite introduction. Et maintenant, ce soir, pour continuer dans cette démarche d'enrichir les liens que nous avons entre l'Église et ce genre d'initiative, eh bien, merci beaucoup à toi, Emmanuel, d'être présente ici ce soir, de nous accorder de ton temps. Tu as soutenu ce projet aussi, tu le connais depuis un certain temps. Tu nous as vraiment soutenus, conseillés, encouragés dans des moments qui étaient des moments aussi où on était sur une crête, on ne savait pas si ça allait pencher à gauche ou à droite. Donc merci beaucoup pour tout ce que tu nous as permis de réaliser. Et ce soir, eh bien, nous avions envie d'échanger avec toi autour de ce vivre ensemble. Puisque l'Église, là, dans cette idée d'être une Église poreuse, c'était aussi comment enrichir le vivre ensemble de notre cité, de nos quartiers, et d'en faire quelque chose qui ne soit pas une technique, quelque chose qui ne soit pas quelque chose de froid, mais qui soit comme un art, comme quelque chose qui nous élève quand on le pratique et qui aussi nous réchauffe, et que le vivre ensemble fraternel ne soit pas quelque chose de volontariste, mais voilà, qui soit habité par un souffle, par une espérance. Et donc ça nous semblait important qu'on puisse échanger là-dessus. Et bien sûr, il y a des défis par rapport à ce vivre ensemble, mais il y a aussi une espérance. Et au fond, c'est sur ce thème-là que nous t'invitons maintenant à échanger avec nous quelques réflexions. Merci beaucoup d'être là. Ça va comme ça? Ouais, c'est plus simple, hein. Ça va mieux. Ça va mieux comme ça. Je vais rester debout alors. Alors bonsoir et rebonjour pour ceux que j'ai déjà vus plus tôt dans l'après-midi. C'est toujours un beau défi de nourrir la réflexion, d'aller sur des sujets de fond, sur des sujets essentiels comme les défis aujourd'hui pour faire société et comment vivre notre espérance. Et donc j'étais partie avec une longue litanie de tous les défis qu'il faudrait relever dans la société. J'en avais fait une liste qui était plutôt désespérante. Je ne suis pas sûre que j'ai envie de vous la lire. Elle faisait toute la première page. et donc ces défis à la fois... le défi majeur du changement climatique, de la biodiversité, qu'est-ce qu'on fait là ensemble pour relever ce défi, comment on se remonte les manches là-dessus, comment on change notre manière de vivre, comment on se parle là-dessus, comment soi-même on contribue ou on ne contribue pas à ce changement. Le défi considérable du partage plus équitable des richesses et des ressources. Là encore, en tant qu'Église et en tant qu'individu, comment contribuer. La question de l'appauvrissement d'une partie de la population, etc. Voilà, donc j'avais commencé une série de sujets compliqués, pas faciles. Une liste qui était très anxiogène et largement non exhaustive. Et puis... Et puis on se retrouve là à la veille du deuxième tour des élections, et ça, j'avais pas dans mon logiciel quand je t'avais proposé la date pour aujourd'hui, j'avais pas réalisé qu'on serait à la veille du deuxième tour.
Et en pensant au projet Carousel, en pensant à nous, à vous, en écoutant le débat de mercredi soir, en lisant les journaux, en réécoutant, il y a une phrase qui m'a frappée cette semaine, que j'ai lue et relue, dans la bouche de la candidate. Cette phrase, c'est « ne pas mépriser les Français ». Je ne vais pas faire de politique, hein, voilà. C'est pas mon rôle, c'est pas mon but, mais ne pas mépriser les Français. Ne pas mépriser leur histoire, leur culture, leur paysage, etc. Bon, je ne vais pas vous citer tout. Et cette élection, si Emmanuel Macron la perd demain soir, c'est parce qu'il passe pour arrogant. Et parce qu'elle passe pour, et je dis passe pour, hein, j'en sais rien, je les connais pas, c'est pas des amis, je n'ai pas fréquenté. Je sais pas ce qu'ils sont eux, mais il passe pour arrogant et elle passe pour empathique. Raisonnablement. Vous ne vous inquiétez pas, on ira sur le thème. Hein. Mais raisonnablement, est-ce que nous devrions être intéressés par qui ils sont, l'un ou l'autre, ou est-ce que nous devrions être complètement indifférents du caractère de la personne qui sera élue présidente de la République, et que seul devrait compter ses compétences, son aptitude à s'entourer d'une équipe honnête au service du pays, sa large vue des problématiques, son souci de la paix, de la concorde. Je parle d'une personne, c'est pour ça que c'est féminin. Voilà. En fait, notre préoccupation devrait être plutôt les compétences de toute une équipe, les choix économiques, sociaux, internationaux, et à côté de ça, à la place de ça, eh bien, on glose sur l'arrogance de l'un et l'empathie de l'autre. Est-ce que c'est bien sérieux ? C'est bien sérieux parce que c'est aujourd'hui l'état de la société française qui est sensible pratiquement uniquement à l'empathie ou à l'arrogance. Et c'est sérieux parce que c'est aujourd'hui la société dans laquelle nous vivons. Une société qui est à la fois complètement indifférente ou presque aux gens qui se noient en Méditerranée, mais à fleur de peau et complètement irritable du regard méprisant de quelqu'un qui se croise les bras pendant que l'autre parle. Alors ça, c'est insupportable. Et donc, j'étais cette semaine fascinée par cette disproportion, mais c'est ce décalage insupportable, en fait, pour moi, le fait qu'on ne se préoccupe pas des sujets de fond, mais qu'on est sensible, qu'on est susceptible, qu'on est irritable, voilà, à l'impression que l'autre donne, s'il écoute ou s'il n'écoute pas. Alors, bien sûr, les réseaux sociaux, ces médias de l'instant, renforcent cette tendance à être dans l'émotion, à se laisser embarquer par nos sentiments, plutôt que de mettre en œuvre notre esprit critique. Évidemment. Au jeu des fausses nouvelles, les fake news, je traduis, hein, si vous n'avez pas compris. La rumeur mensongère, scandaleuse, se répand instantanément, alors qu'ensuite les démentis péniblement apportés ne passent pas. Je me souviens de l'assassinat d'un prêtre orthodoxe, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Lyon. Et alors ça n'arrivait pas au bon moment, il y avait eu, je ne sais plus, ce qu'il y avait eu avant, le jour précédent. Et donc j'entends un prêtre orthodoxe qui a été agressé à la sortie de l'église et qui est mort, je crois, après, enfin, je ne me souviens plus exactement les détails. Et je vois un SMS d'un collègue me disant « Tu fais un communiqué, j'espère ». Et je dis « On va peut-être attendre que l'enquête policière nous dise de quoi il s'agit, avant de crier à l'agression des chrétiens, etc. » Or, de fait, il s'est trouvé que c'était une histoire familiale. Voilà, ça arrive, et qu'il y avait eu un règlement de compte dans sa famille. Voilà. Et donc, c'était pas du tout un attentat terroriste, et je me suis dit, heureusement que j'ai attendu avant de faire un communiqué, parce que là, on est ridicule.
Mais voyez, cette émotion de l'instant, il fallait tout de suite réagir que dans les 10 minutes, il y a un communiqué de l'Église pour protester contre. Mais prenons le temps de réfléchir, de s'asseoir et de se poser la question, de quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Cette caisse de résonance des médias, et en particulier des réseaux sociaux, évidemment, elle exacerbe notre sensibilité, notre susceptibilité. Elle exacerbe les passions et les clivages. Et aujourd'hui, la France est clivée. La France est, j'allais dire, brisée en 1000 morceaux. La France est éclatée entre les pro-ceci et les anti-ceci, les pro-cela et les anti-cela, les pro-ceci... Enfin, voilà. Et donc, on est catalogué, on est renvoyé au fait de savoir si on est pour ou contre. Mais il y a beaucoup de sujets sur lesquels je ne sais pas si je suis pour ou contre. Ou c'est pas la question. Je ne suis pas pour ou contre. J'aimerais qu'on me donne les éléments pour essayer de comprendre et d'analyser. Je ne veux pas être pour ou contre, mais je veux comprendre ce qui se passe. Le primat de l'émotion, le sentiment d'être méprisé, la division, voilà un joli trio, émotion, sentiment d'être méprisé et division. C'est un joli trio qui peut nous entraîner sûrement dans des lieux où j'ai pas envie d'aller. Alors j'étais partie d'abord sur cette première réflexion des défis, mais c'est à ce moment-là que je suis tombée sur ce petit livre qu'Olivier Abel vient de faire paraître, De l'humiliation. Et j'en étais là de mes réactions quand j'ai lu ce livre. Donc, lisez ce livre. Je vais vous en citer quelques passages, mais pas beaucoup, parce qu'on ne va pas y passer la soirée. Mais vraiment, tout est là. Et ce que je vais vous dire, c'est du Olivier Abel, beaucoup moins bien dit, et résumé, et j'espère que ça vous permettra de rentrer dans ce livre. De l'humiliation. J'espère qu'Olivier Abel a envoyé son livre à Emmanuel Macron. Parce qu'il faut qu'il le lise de toute urgence pour comprendre en fait ce qui se passe. Olivier Abel décrit là le chemin silencieux et pervers de l'humiliation qui conduit l'humilié à humilier à son tour dès qu'il en a la possibilité. C'est un cercle vicieux. Parce que j'ai été humilié, alors quand c'est en mon pouvoir, je vais humilier l'autre. Olivier Abel décrit comment notre société est humiliante dans ses institutions, dans ses relations interpersonnelles. Je donnerai juste les exemples, dès qu'on ouvre la boîte de Pandore, on les trouve. Une institution, les institutions humiliantes. Il donne un exemple qui est très très touchant. Il se retrouve dans une préfecture et donc quelqu'un qui ne parle pas français est au guichet et essaye de se faire comprendre. Et le fonctionnaire au guichet parle français et ne comprend pas. Donc lui qui parle cette langue, il va au guichet pour aider et il se rend compte qu'en fait le fonctionnaire parlait très bien la langue de l'autre mais refusait de parler autrement qu'en français. Des institutions qui mettent la personne qui vient, voilà, l'usager des services sociaux, dans une situation où il ne peut pas être aidé, où il est renvoyé à son incapacité à communiquer, à son incapacité à se faire comprendre, à son incapacité à remplir les dossiers. Pour tous ceux qui ont accompagné en préfecture des personnes étrangères, savent que même quand on a relu 4 fois et qu'on a bac+5, ce qui est mon cas, eh bien, malgré tout, quand on arrive au guichet, eh bien, on a toujours oublié quelque chose, parce qu'il y a toujours quelque chose qui n'est pas marqué dans le document. Et pourtant, on l'a relu 5 fois, et je dis, mais ça n'est pas écrit. Mais madame, vous auriez dû le savoir. Mais monsieur, ça n'est pas écrit dans votre document. Ne me renvoyez pas, ne m'envoyez pas chercher un papier qui n'est pas inscrit. Non, madame, c'est comme ça, vous sortez. C'est l'humiliation en permanence devant, voilà. Des institutions qui humilient. Mais une société qui humilie.
les jeux télévisés. Alors, j'ai pas la télé depuis 15 ans, mais je sais certaines choses. Et quand parfois je passe chez des gens et la télé est allumée, je suis sidérée. Les jeux dont, en fait, les divertissements qui ont pour objet, finalement, d'humilier simplement ceux qui ont eu envie de venir participer à ce jeu et qui vont être ridiculisés devant tout le monde. Le grand jeu, et on rit de quoi? On rit de ce que l'autre est humilié devant tout le monde. L'humiliation, elle touche la totalité de la personne et elle a des effets à long terme. Olivier Abel montre comment, quand, voilà, si quelqu'un dans la rue me frappe, je peux réagir, je peux le frapper éventuellement, voilà, je peux répondre tout de suite. Une fois l'altercation passée, c'est passé, il peut y avoir un jugement sur ce qui s'est passé, voilà. Mais l'humiliation, on ne la dit pas parce qu'on a été humilié, on n'en parle pas. On le garde pour soi-même et ça détruit, ça continue de détruire la personne de l'intérieur pendant longtemps, pendant très longtemps. Et à un moment, ça va ressurgir d'une autre manière, sous une autre forme, et ça va attaquer quelqu'un d'autre, pas forcément celui qui m'a humilié, mais quelqu'un d'autre. Et donc, il y a un travail souterrain de l'humiliation qui dure et qui détruit la confiance. Olivier Abel pointe 3 humiliations. L'humiliation politique. On le voit dans ce qui est à l'œuvre en ce moment en Ukraine et dans ce qu'on entend raconter de ces horreurs, de ces viols qui sont largement pratiqués par l'armée russe. Qu'est-ce qui est en jeu dans ces viols systématiques? On humilie celui qui est trop faible. Que peuvent faire des populations sans défense devant une armée armée? Rien. Et donc on humilie quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Et c'est d'ailleurs le principe de l'humiliation. C'est-à-dire qu'on va faire du mal à quelqu'un qui est de toute façon sans défense et qui là ne peut rien faire. Il y a l'humiliation économique. Parce qu'aujourd'hui, l'être humain est devenu inutile. Il est interchangeable en tant qu'ouvrier, en tant que salarié. S'il ne veut pas faire son travail, voilà, il est jeté, ou on ferme l'usine, on va la reconstruire dans un autre pays, on va faire travailler les gens pour moitié moins ou 3 fois moins. La valeur travail, elle n'existe presque plus. Et donc celui qui va porter le travail, du jour au lendemain, on lui dit bah, écoute, ton boulot, quelqu'un d'autre va le faire, et on le payera moins et ce sera le même travail. Donc il y a une humiliation économique où plus rien ne vaut quelque chose. Et puis la 3e humiliation, c'est l'humiliation culturelle. En fait, l'humain est devenu indigne. Sa dignité serait une faculté d'avoir confiance en lui, en sa propre pensée, en sa propre expérience. Et aujourd'hui, ça n'est pas cela qui est mis en avant, mais un conformisme qui consiste à ôter aux gens toute confiance en soi, en sa propre forme de vie. Et lorsqu'on est réduit à n'exister que par sa manière de consommer, cette aliénation est une dépossession de son propre désir, de notre propre évaluation de ce qu'est une vie bonne, de ce qu'est notre vie bonne, de ce qu'est ma vie bonne, qu'est-ce que j'ai envie de faire, pas forcément ce que l'outil qui m'invite à consommer pense que voilà comment devrait être ma vie. Il y a une parole en surplomb qui nous dit ce qu'il faut manger, ce qu'il faut boire, ce qu'il faut lire, comment nous devons nous soigner, comment nous devons nous divertir. Il y a une pensée qui est au-dessus de nous, objective, scientifique ou pseudo-scientifique. Mais c'est un savoir qui ne porte plus d'interrogation en lui-même, qui ne se questionne plus, qui ne se remet pas en question. Il n'y a plus de désir de vie,
qui ne s'exprime sans être immédiatement transformé en désir marchand. Et ça, je crois que c'est peut-être le pire. Alors dans cette société qui travaille sur l'humiliation, le résultat, c'est que la parole elle-même, puisque c'est ce qui nous caractérise comme être humain, la parole elle-même est humiliée, et ça d'autres nous avaient prévenus il y a quelques décennies déjà. Cette parole est humiliée, et quand la parole est humiliée, alors elle s'exprime de deux manières, la dérision ou le fanatisme. Et en fait, c'est les seules voies que la parole va pouvoir trouver pour s'exprimer. La dérision, c'est-à-dire qu'on nivelle tout par le bas, et plus rien n'a... On peut se moquer de tout, et c'est ce qui se passe, on se moque de tout. Rien n'a d'importance. Ou bien, la parole que j'ai encore et que je veux exprimer malgré l'humiliation que je reçois, eh bien, je vais l'exprimer de manière violente et de manière indiscutable, c'est le fanatisme. Pardon, je vous ai un peu plombé, hein. Oui. Alors, non mais... Et on est dans notre sujet, vous allez voir pourquoi. Rassurez-vous. Comment retrouver la possibilité de vivre ensemble sans s'humilier les uns les autres? Alors, il y a 4 lieux à travailler. Et ces 4 lieux, je crois que le carrousel est tout à fait armé pour les travailler. Le premier lieu, c'est le lieu de la parole. C'est c'est le lieu où l'Église a quelque chose à dire, à apporter. Les autres lieux aussi, hein. Mais c'est le lieu essentiel où on sait qu'il y a une parole qui ne vient pas de nous, qui est extérieure, qui nous échappe, qui circule et qui peut nous amener là où on n'avait pas attendu d'aller, où on ne voulait pas aller, où on pensait qu'on n'avait rien à apprendre en fait. Cette parole qui vient de plus loin que nous, d'avant nous, et qui va nous ouvrir un horizon. Tout à l'heure, quand vous avez planché sur le texte biblique, plusieurs m'ont dit « Oh, les questions, vous ne voyez vraiment pas le lien avec le sujet ». Mais quand on s'est quand même astreint à regarder les questions, et là, on a découvert que c'est pas que certes l'aveugle était devenu voyant, mais que c'était surtout les autres qui étaient amenés à changer de regard. Et on ne voulait pas y aller au départ parce qu'on pensait que c'était inintéressant, les questions. Vous voyez ? Il y a quelque chose de la parole, si on lui fait confiance, si la parole est certaine et sûre, si on se fait confiance dans la parole échangée, eh bien, je peux cheminer avec ce que me dit l'autre, et je pense pourtant au départ que je ne comprends pas, ça n'a pas d'intérêt, mais par amitié, je vais accepter d'aller là où l'autre me montre que peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est cette confiance dans la parole de l'autre sur laquelle on peut construire quelque chose. La parole, c'est aussi une parole de vie, une parole d'espérance, une parole certaine dans le sens où elle dit la vérité de la personne. Face à des paroles de malédiction qui veulent rabaisser l'autre, une parole qui ne se place pas par rapport à l'autre, mais qui dit juste « je ». Voilà ce que je crois. Et quand il m'est arrivé certaines fois de me trouver dans des lieux de confrontation où les personnes étaient vraiment dans l'accusation, dans le mépris, la seule réponse que j'ai pu trouver à ce moment-là, je ne sais pas ce que vous me dites et ce que vous me reprochez, ce que vous me renvoyez, mais moi je peux vous dire ce que je crois moi. Juste ça. Une parole qui s'inscrit dans un jeu qui fait confiance à ceux qui le fondent. Une parole d'espérance parce que l'Évangile ouvre un chemin là où on pense que tout est foutu. L'Évangile ouvre un chemin. Il est une issue même dans l'impasse, et c'est ça la folie de l'Évangile.
Une parole de vérité où le sujet peut se dire de manière souvent bégayante, souvent approximative, souvent hésitante. La parole de vérité, elle nous atteint toujours par les autres. Elle nous atteint toujours par l'autre. Elle accepte d'être remise en question, d'être en dialogue. Pour les chrétiens, elle est un être humain qui s'est fait serviteur et qui a donné sa vie pour les autres. Alors cette parole, elle a du poids si elle est vécue, quand elle est incarnée, quand elle nous fait rayonner, quand elle nous donne la vie et quand elle nous entraîne à des changements. Et ce lieu du Carrousel, j'espère et je sais, je crois, que ce sera un lieu où la parole va circuler. Mais il y a 3 autres lieux où on peut travailler cette espérance. Le deuxième lieu, c'est la question de la reconnaissance. Retrouver le sens de la reconnaissance. En fait, dans une société marchande, on attend à avoir en retour quelque chose. Je donne et j'attends qu'on me paye. Voilà. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous accompagnez quelqu'un, que vous l'aidez à faire quelque chose, et que cette personne, à un moment, ça m'est arrivé une fois, une femme que j'accompagnais longtemps, c'était compliqué, ça, ouais. Et un jour, elle me dit « Manu, pourquoi tu fais tout ça pour moi? T'attends quoi de moi ?» Voilà. Je lui dis « Moi, j'attends rien. J'attends rien de toi. Je suis à côté de toi. Tu me dis quand tu as besoin, je t'aide, je t'accompagne. Non, toi, tu veux quelque chose de moi. Tu attends quoi? Je lui dis « Non, j'attends rien. » Plusieurs fois, elle est revenue là. Tu attends quoi de... Je n'attends rien de toi. Tu me demandes mon aide, je te donne mon aide. Si je peux. Si je peux pas, je peux pas. Mais je suis là, c'est gratuit. Il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Je lui dis, si, il y a une chose qui est gratuite, c'est l'amour de Dieu. Ah oui, ton Dieu, là, oui, ton Dieu. Voilà. Il n'y a rien de gratuit dans ce monde. C'était pour elle impossible de comprendre qu'on pouvait juste être là, à côté, juste aider quand on pouvait, gratuitement. Et donc, ce qu'elle a peut-être découvert, j'en sais rien, c'est que finalement, on peut être simplement reconnaissant. Qu'on peut être simplement reconnaissant de ce qu'on a reçu, de ce qui a été donné, du cadeau qui est fait, et qu'il n'y a pas à payer en retour. Mais que simplement, l'expression de la reconnaissance, c'est ce que d'autres ont appelé le contre-don. Il y a un autre don à faire. Et ce don, il n'est pas pour moi, mais peut-être pour quelqu'un d'autre. Et quand d'autres personnes ont été accompagnées et qui m'ont dit « mais qu'est-ce que je peux faire en retour ?» Je lui dis « mais si un jour tu trouves quelqu'un dans la même situation, toi tu pourras l'aider à ton tour. » Il y a un cheminement de la reconnaissance qui ne va pas dans le vis-à-vis, mais qui va faire son chemin, comme l'humiliation, qui va faire son chemin en souterrain, mais pour guérir et pour ressortir ailleurs à un autre moment, vers d'autres. Quand on élève ses enfants, on sait qu'ils vont partir, et ils partent loin des fois. Voilà, on sait qu'ils vont partir, on sait qu'ils ne seront pas là, mais l'amour donné, eh bien, l'enfant va le donner à ses propres enfants, à son tour. Et voyez bien que le cheminement de la reconnaissance, il n'est pas dans un vis-à-vis, mais il est dans quelque chose qui circule et qui va vers d'autres. Donc retrouver le sens de la reconnaissance. Certaines personnes cherchent toute leur vie comment rendre, mais il n'y a pas à rendre ce qui a été donné. Il faut juste donner à son tour. Et donc, je pense que dans le projet Carrousel, il faudra réfléchir à cette question de la reconnaissance. Comment on manifeste la reconnaissance? Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en recherche de reconnaissance. Et parfois,
il y a un tel besoin de reconnaissance à tout prix qu'on a l'impression qu'on a devant nous un gouffre qui ne se remplit jamais. Qu'on exprime de la reconnaissance et ça ne suffit pas. Ils en veulent toujours plus, ils en ont besoin toujours plus. Voilà, il y a quelque chose à travailler dans ce besoin de reconnaissance. Il y a une troisième piste. Quand je listais tout à l'heure les lieux de l'humiliation, la personne aujourd'hui, l'être humain, se sent inutile. Et je ne sais pas si vous avez sans doute dû entendre certaines personnes âgées parfois qui disent « je ne sers plus à rien. Je ne sers plus à rien, alors pourquoi je suis encore là ?» Et ça, c'est terrible. Ce « je ne sers plus à rien » parce que, alors pour le coup, il est parfaitement anti-évangélique. Et peut-être dans la petite maxime du carrousel, je me disais tout à l'heure, c'est pas comment être différent. Attends, comment c'était? Qui c'est qui la connaît par cœur, la maxime du carrousel? Ceux qui ne se ressemblent pas s'assemblent pour créer quelque chose d'utile à tous. Alors, je ne sais pas si c'est gravé, oui, c'est gravé peut-être sur le... Non, ce utile, il serait à questionner. Quelque chose de bon peut-être, tu vois, pour tous. Ce utile, il est au-dessus de nous comme une épée de Damoclès en permanence. Je ne veux pas casser la... Mais je crois qu'il est interrogé, cet utile. Parce que aujourd'hui, l'être humain se dit, bon, si je suis utile à quelque chose, ça va, mais si je ne suis pas utile, on me jette. Or, l'Évangile ne dit pas ça. L'Évangile ne dit pas qu'on a besoin d'être utile. Jésus n'a jamais dit « soyez utile ». Donc, pour lutter contre cet inutile-là, il faut retrouver le sens de l'attachement. Et ça, j'aime beaucoup quand Olivier Abel... C'est un sujet sur lequel il revient souvent. Il a écrit un livre sur le couple. Retrouver le sens de l'attachement. Et l'édition s'appelle, j'adore le titre, cette édition, c'est Les liens qui libèrent. Mais toute l'histoire du judaïsme et du christianisme sont une histoire de liens libérés et de liens choisis. Quand, au moment du désert, de l'Exode, Moïse reçoit les 10 commandements, comme on dit, les 10 paroles, n'empêche ces 10 paroles qui attachent, enfin qui lient quelque chose, mais qui lient pour libérer. Il y a des liens qui libèrent. C'est un sujet qu'il faut creuser. Mais donc, contre le sentiment d'être inutile, il faut retrouver ce sens de l'attachement, du lien, de l'attention à l'autre, de dire, voilà, que chacun compte, même si il est parfaitement inutile. Les oiseaux, c'est assez inutile. Ah non, bah non, c'est pas inutile. Le chant de l'oiseau, il est utile. Et les vautours, oui, ils sont utiles. Et le moustique, ne me dites pas, mais le moustique, non, c'est insupportable. Bon, non, mais il y a quelque chose de l'ordre pour combattre l'humiliation. Il faudrait une manière de nous considérer les uns les autres qui soit susceptible de nous faire découvrir et de nous faire respecter nos différences, nos dissemblances, nos distances avec nos proches aussi, mais qui soit en même temps capable de nous faire sentir nos ressemblances et nos proximités. Quelque chose qui nous rapproche et en même temps quelque chose qui nous distingue. C'est ça, nous sommes différents. J'arrive pas à le mémoriser, il n'y a rien à faire. Nous sommes... Qui ne se ressemble, c'est parce que je pars mal, qui ne se ressemble pas, s'assemble. C'est ça, exactement, différent et relié. C'est tout l'art de vivre, l'art de la vie, différent et relié.
c'est Hannah Arendt qui écrit ça. C'est à la fois un respect réciproque qui présuppose une égalité foncière et un sens aigu du désir de différer ensemble, d'essayer ensemble nos différences. Cette sorte d'amitié comprend une dimension d'amour mutuel qui nous dévoue à l'autre semblable et aussi une dimension de justice et de recherche de la juste réciprocité. Et puis le quatrième point, qui est particulièrement central, je pense, dans le message évangélique, c'est tout ce qui lutte contre ce qui me dit que je suis indigne. L'Évangile porte un message essentiel, c'est que l'être humain est rendu digne par la vie, la mort et la résurrection du Christ. L'être humain est rendu digne. Chacun de nous est rendu digne. Quoi qu'il se passe, quelle que soit ma vie, quel que soit mon chemin de vie, je suis digne. Et cette dignité, il n'y a rien qui peut l'arracher. Or aujourd'hui, on est dans une société où beaucoup de gens se considèrent indignes ou sont considérés par d'autres comme indignes. Nous n'avons pas à chercher notre dignité, à la construire ou à la défendre. Et là, quand je dis dignité, vous pourriez remplacer par identité. Nous n'avons pas à lutter pour défendre une identité qui nous serait arrachée, qui nous serait enlevée. Nous n'avons rien à défendre parce que notre identité, notre dignité, c'est pas nous qui l'avons construite. Nous l'avons reçue. Et donc nous ne risquons pas de la perdre. Personne ne peut nous l'enlever. L'Église comme communauté vivante, où chacune et chacun est accueilli de manière inconditionnelle, en même temps reconnu avec toute sa personnalité, l'Église est un lieu unique pour témoigner de la dignité donnée une fois pour toutes par Dieu à chaque femme et à chaque homme. Le respect, l'estime de soi, l'estime de l'autre, la considération, c'est finalement ouvrir cette possibilité à chacun et chacune de dire, comme l'aveugle tout à l'heure, c'est moi. Que chacun puisse dire dans nos vies de société, c'est moi. Que chacun puisse retrouver cette possibilité de parler en je, et non pas de répéter ce qu'on lui a dit de répéter, non pas de tenter de rentrer dans une case dans laquelle de toute façon il ne rentrera pas. Mais que ce soit l'Église ou notre société ou voilà, que dans notre pays, chacun, chacune puisse se tenir debout et dire « c'est moi, me voici ». Alors, bibliquement, les chrétiens disposent de toutes les ressources nécessaires pour travailler ces questions d'identité, de justice, de reconnaissance, de dignité, et pour déjouer les ressorts de l'humiliation. Et je crois que le Carrousel est un superbe projet pour travailler des liens qui libèrent. Alors pardon pour ce détour, je suis partie un peu loin, mais j'avais envie de partager ça avec vous ce soir. Comme d'hab, je ne sais absolument pas quelle heure il est, et si j'ai fait la moitié de ce qui était attendu ou 2 fois trop. Mais bon. Non, c'était très bien. Pile poil dans les temps, en fait. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces ouvertures, pour ces questions. Mais tu peux rester... Ouais. Parce que, voilà, je crois qu'il y a des choses qu'on peut simplement accueillir, recevoir et qui vont cheminer. Et puis il y a peut-être des choses aussi sur lesquelles on peut partager. On peut voir ce que ça peut venir éveiller en nous. Et donc de prolonger peut-être un temps maintenant de réaction, d'enrichissement ou de questions. Hein, voilà.
Alors, c'était presque comme après une prédication. Non, non, mais c'est très bien. Est-ce que vous souhaitez réagir? Oui, Franck? Alors, ouais, le fil, je ne sais pas s'il sera assez long. Non, je ne crois pas. Je vais réagir pour te donner un petit coup de main, Luc Olivier, et pour te donner un coup de main, Emmanuel aussi, parce que c'est des moments très difficiles, ça. Vous savez, on a fait un speech, on est content de son speech, et en face, on se dit, mais où ils dorment tous, où ils n'ont rien compris. Il y a bien un dans le tas qui va venir me poser une question qui m'arrange. Merci. En fait, ce que j'ai noté dans l'exposé, moi, et je pense que ça c'est un travers français, c'est une analyse de la situation très pertinente. Et donc, il y a un petit déséquilibre, et finalement, effectivement, l'analyse de la situation, elle plombe un peu le tableau. Et au bout de l'analyse de cette situation, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait là? Comment elle va s'en sortir? Et après, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je pense que la question, c'est, et je pense que l'issue à une situation aussi désastreuse, c'est l'action, c'est de se mettre en chemin et de faire quelque chose. Donc, peut-être que au-delà des 4 espaces, je mets la main comme ça, 4, s'il y en a qui suivent, au-delà des 4 espaces, au fond, la question, c'est, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Alors, il ne s'agit pas de nous dire ce qu'il faut qu'on fasse, mais qu'est-ce que toi, tu fais aujourd'hui pour un petit peu sortir, ou pour allumer une lumière dans ce paysage qui est quand même un petit peu sombre? Non, mais c'est... Et en fait, j'ai envie de répondre, c'est à la fois extrêmement difficile et extrêmement simple. Parce que c'est de l'ordre de la vie de tous les jours, de la rencontre de tous les jours, du regard. Aucun de vous n'habite à Paris, vous êtes vraiment chanceux, mais le respect dans les transports en commun, le respect dans la rue, le respect vis-à-vis des personnes avec lesquelles je travaille. Il y a quelque chose en nous qu'il faut dépasser toujours, qui s'appelle la peur. Et donc cette peur, elle est... Alors moi je ne suis pas une peureuse du tout, hein, voilà. J'arrive même à faire sortir les araignées. Moi, je les prends pas dans la main, mais bon, je les mets dehors, quoi. Voyez. Donc, j'ai pas peur. Mais quand on est dans un train, qu'il est 21h, que tout le monde est crevé et qu'il y a quelqu'un qui écoute de la musique à plein pot, eh ben, je me lève et je vais discuter avec lui pour qu'il éteigne sa musique. Et en fait, je vois les regards. Tout le monde me regarde en me disant « elle va pas faire ça, elle va pas y aller ». Voilà, et donc je m'assieds, je cause, enfin je m'assieds s'il y a de la place, je discute, voilà, j'explique que je suis fatiguée, que j'ai une grosse journée, que j'ai besoin d'avoir un peu de calme. Et 10 fois sur 10, le gars, pardon, enfin les filles ça marche moins bien, mais, mais 10 fois sur 10, il dit oui, pardon, excusez-moi madame, et il arrête sa musique. Vous voyez ? Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de retrouver le lien, voilà, être dans la relation humaine avec. Et ça, alors, c'est idiot, mais ça fait partie des choses qui sont extrêmement irritantes dans une grande ville comme Paris, où il y a beaucoup trop de gens, et où les autres sont insupportables, en fait, parce qu'ils sont trop nombreux. Et donc, comment on fait pour essayer de vivre ensemble quand même de manière satisfaisante? Voilà. Et c'est tout le temps. Et en fait, c'est vraiment à chaque trajet, il y a quelque chose, il y a une rencontre qui se passe. À chaque moment, il y a quelque chose qui se passe.
dimanche dernier, je vous raconte ça, mais c'est très très drôle. Dimanche dernier, il y avait j'allais faire le culte à l'autre bout de la région parisienne et c'était galère parce qu'il n'y avait pas le bon RER qui marchait pas, j'en prenais un autre, enfin bref. Donc le trajet m'a pris très longtemps. Et là où je veux m'asseoir, il y avait 2 jeunes qui étaient vautrés, les pieds sur le siège et tout ça. Et comme j'avais un long trajet, j'arrive et puis je dis pardon, je veux bien m'asseoir. Donc bon, en râlant, hein. Et puis je voyais, ils étaient à moitié endormis, ils avaient donc fait la fête toute la nuit, et puis ils se réveillaient de temps en temps en regardant là. Alors je leur dis, vous descendez où? Donc je dis, bon, mais moi aussi je descends là, vous pouvez dormir, je vous réveillerai. Je leur dis, dormez, je vous réveillerai au moment où on arrivera à l'arrêt. Et puis, non mais pour dire, enfin, comment ça se passe la relation humaine? Et alors, je les réveille, donc on arrive, on descend ensemble, et alors ils me disent, vous allez travailler? Alors, ils étaient un peu surpris parce que ils allaient, c'était dimanche matin. Je dis, oui, oui. Et vous faites quoi? Je lui dis, je suis pasteur. Ah, alors vous savez, nous, on aime bien lire la Bible. Là, on est fatigués, on a fait la fête toute la nuit. mais on aime bien lire la Bible, vous savez. Des fois, on va dans un groupe comme ça. Ah ben oui, la prochaine fois, on va y aller, on va penser à vous. Enfin, c'était tellement drôle. Voilà. Alors je dis, c'est des riens. Mais en fait, si chacun de nous, on fait ces riens qui font la relation, qui font qu'on respecte l'autre, même si j'espérais que j'avais pas sali mon pantalon. Vous voyez? Non mais et c'est au quotidien, comment on tisse le lien avec les autres, même si a priori, ils nous énervent au départ. Une rencontre qui libère, en fait. Alors, est-ce que dans ce qui a été partagé là, on entend que c'est dans le quotidien et que, au fond, c'est aussi dans une disposition. Quand on est dans des situations qu'on n'avait pas prévues et des fois on a envie de faire autre chose, donc on est aussi dérangé. Et puis c'est au fond d'y aller. Alors, tu parlais de ne pas avoir peur, d'aller et d'avoir une attitude qui ouvre quelque chose. Qu'est-ce qui peut là nous nourrir pour avoir cette attitude qui ouvre? J'ai bien entendu qu'il y a l'idée aussi d'avoir des paroles qui peuvent nous permettre de nous exprimer. Qu'est-ce qui peut nous nourrir? Qu'est-ce que vous avez entendu ce soir là dans ce qui a été dit et qui peut comme ça être une ressource, un support qui nous aiderait à nous disposer dans cette attitude de rencontre, d'ouverture à l'autre et puis d'oser d'y aller parce que la fin est tout à fait étonnante de ton histoire. Est-ce que vous avez entendu quelque chose qui peut aller dans ce sens-là pour vous? Oui. De nouveau, je crois que on peut pas forcer. Je ne vais pas répondre directement à ta question, mais je voulais rebondir sur la notion de être utile, le besoin que chacun d'entre nous a d'être utile à l'autre, d'être utile à la société. En fait, ça revient à donner du sens à sa vie. Je pense qu'on est dans cette direction. Mais je voudrais parler, par exemple, des malades. Puisque je suis médecin, je sais ce que c'est, et puis j'ai été moi-même malade, et aussi des personnes très âgées qui disent, ben voilà, on est sur un lit d'hôpital, on est dans un EHPAD, et on ne sert plus à rien. On ne sert plus à rien. Et on a cette impression-là, quand autour de soi, on a des robots, quoi. On a des gens qui font leur boulot, mais pas plus, qui n'entrent pas en relation avec. Parce que pour moi, être malade, être donc dans une situation de faiblesse ou être très âgé, on est utile parce qu'on va susciter la bonté chez l'autre. On va susciter entraîner l'autre à devenir meilleur, à vous aider, à être en empathie, etc. Et ça, je trouve que c'est un cadeau formidable qu'on leur fait, devenir meilleur. Voilà. Donc, je crois que toutes les personnes, j'en ai entendu plusieurs fois et de nombreuses fois, « Oh, mais je ne sers plus à rien. » Mais si tu sers, puisque moi je suis venue te voir, je suis devenue meilleure en allant te voir. C'est formidable. Et ça, on voit tout de suite un sourire.
sur le visage de l'autre qui a compris l'interaction bonne qu'on peut avoir ensemble. Et puis je suis pas allée, mais tu peux venir jusqu'au micro. C'est vrai que dans cette question d'être utile, il y a vraiment, quand je disais, pour moi c'est une question anti-évangélique, parce que la grâce, elle est essentielle. Et la grâce, c'est pour rien. Et donc, si on peut renvoyer ça à la personne en disant, mais voilà, Dieu t'aime pour rien, et tu peux être là pour rien. Voilà, cet amour, il existe, il est là, il est donné. Jusque-là. Merci. J'ai entendu un mot qui m'a fait à la fois bondir et qui m'a rempli de joie. C'était bien qu'on en parle. C'est le mot peur. Je suis obsédé par la peur. Peut-être parce que, comme toi, je ne crains pas grand-chose, à part les taureaux de Camargue. Mais je me demande si ce n'est pas la peur qui mène le monde, si ce n'est pas la peur qu'on agite sans arrêt, à commencer par la peur de l'autre. Je me demande si le plus grand peureux du monde ne s'appelle pas, je ne veux pas salir ma bouche en disant son nom, mais le chef d'un État trop puissant. Et s'il agresse les autres, c'est parce qu'il a la trouille. C'est ce que je pense. Mais d'un autre côté, je ramène toujours le mot peur au livre des Proverbes, où on lit quelque part, je crois que c'est au chapitre 9, le paresseux dit, il y a un lion dehors, je vais me faire manger au coin de la rue. Alors peur et paresse, pour l'auteur des Proverbes, c'est la même chose. Alors moi je pose la question, mais je pense que j'ai la réponse. La peur mène le monde parce que les gens ont la paresse d'aller vers l'autre. Voilà, vous en pensez ce que vous voudrez, mais je ne voudrais pas utiliser, comme l'a fait un certain pape un jour, le « n'ayez pas peur », tout le monde croit que c'est de lui, bon, c'est pas de lui, hein. Merci Jésus. Voilà, mais réfléchissez à cette peur, et chaque fois que vous avez peur, dites-vous que la peur n'écarte pas le danger, et que c'est en affrontant la peur et en marchant vers le danger qu'on l'éloigne, parce que le danger, il a peur de vous. J'espère. Je n'ai rien à ajouter. Je suis d'accord. Mais en fait, c'est des choses essentielles, en fait. C'est vraiment on est sur des sentiments essentiels de l'être humain. Et si on pense y échapper en parlant d'autre chose, eh ben ça ressurgit. Ça ressurgit et de manière plus violente encore. Alors ce n'est pas une question, et je vais essayer de revenir un peu à ras de terre. C'est vrai. Oui. Et je repense au Carousel, j'y peux rien, ça fait partie des choses comme ça il m'arrive d'y penser, donc voilà. Si on veut vivre ensemble, puisque c'est le slogan, la première chose c'est il faut y vivre. Et donc, la question c'est un lieu où vous, nous, certains, ceux qui veulent, pourront venir vivre. C'est pas le seul, il y en a d'autres, mais c'est un endroit où, si vous aimez, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, vous aimez lire à haute voix, vous aimez dessiner, vous aimez... Voilà, ce qui fait votre vie, ce qui fait le plaisir de vivre,
eh bien c'est un lieu, c'est pas le seul, il y en a d'autres, mais c'est un lieu où vous pourrez partager ce plaisir que vous avez. Si c'est déjà réussi, je trouve que ce sera pas mal. Moi, il me venait deux réflexions. D'abord, la question de la dignité. S'il existe une association du droit de mourir dans la dignité, c'est que donc c'est pas acquis du tout, cette dignité. Et puis, il m'a semblé lire dans Réforme, il y a longtemps, justement sous la plume d'Olivier Abel, quelque chose sur l'humiliation, et je crois vraiment en rapport avec les caricatures. Et donc, est-ce qu'il dit quelque chose de plus dans ce livre? Enfin, j'aimerais beaucoup qu'on explicite un peu cette question de l'humiliation, la caricature et de l'humiliation. Oui, merci beaucoup. Oui, oui, il en parle effectivement. Quand la partie, la troisième partie, quand il dit sur l'humiliation culturelle, je suis passée peut-être un peu vite là-dessus. Peut-être que j'ai sauté ce paragraphe-là. L'humiliation culturelle, en fait, c'est quand la personne est humiliée dans ce à quoi elle tient, dans ce qu'elle croit, dans la manière dont elle s'exprime, dans la manière dont elle s'habille, dans la manière dont elle vit, comment elle cuisine, etc. Vous voyez, enfin, tout ce qui fait la culture de quelqu'un, c'est voilà, tout, à la fois ses habitudes de toutes sortes, culturelles, familiales, ou sa foi. Et donc il reprend, en fait, dans ce livre, il reprend cette histoire des caricatures et comment on peut effectivement humilier des gens qui croient à quelque chose pour lesquels c'est important, essentiel, et comment ça va ressortir, rejaillir sous forme violente de protestation. Oui, il a un grand passage là-dessus. Mais je pense que peut-être ça vous est arrivé quand des collègues découvrent que vous êtes ci ou ça, croyant ou je ne sais quoi, ou pas. Enfin voilà. Et la moue de mépris qui peut arriver. Ou je me souviens d'une émission à la radio. Et c'était France Inter, c'était pas n'importe quelle radio où on fait du divertissement en se moquant des gens, j'ai cité tout à l'heure, mais c'était une émission qui parlait, alors je sais plus exactement le sujet, mais bon bref, la personne disait qu'elle était mariée depuis 30 ans, et l'animateur s'est moqué de cette personne, enfin, en disant, enfin voilà, c'était, ah bon, vous, la fidélité, vous y croyez encore, enfin voilà, c'était vraiment... et ça n'avait aucune raison d'être. Enfin, et la personne disant, ben oui, pour moi la fidélité c'est quelque chose d'important. Mais voilà, l'humiliation culturelle, c'est ça en fait. C'est quand ce à quoi on croit, ce qui est important pour nous, c'est traîner dans la boue de toute façon en fait. Et donc c'est vrai qu'Olivier Abel là vraiment... insiste beaucoup là-dessus en disant que ça fait le lit de la violence et du fanatisme. Et qu'en fait, pour lutter contre ça, c'est-à-dire, il dit c'est la voie royale. Aujourd'hui, il y avait une très belle phrase, mais je sais pas si j'ai tout noté. Non, j'ai pas tout noté, c'est sûr. Voilà, il dit on comprend alors que l'ambiance générale est plus favorable aux conservateurs et aux intégristes aujourd'hui, à cause de ça. Parce que pour se blinder contre l'humiliation, eh ben, on se resserre et on n'accepte pas d'être en dialogue, en fait, c'est ça. On ne peut pas accepter d'être en dialogue parce qu'il y a le risque du mépris et de l'humiliation. Alors c'est l'intégrisme et le conservatisme. Donc, à lire, hein, page de pub.
trouve que ça interroge vraiment notre attitude face à l'autre et face à nous-mêmes. Hein. Et au fond, quand on a aussi cette expression d'être avec les autres, je crois que c'est cet enjeu-là, d'arriver à pouvoir trouver cette relation qui nous permet de dire et d'entendre et d'oser s'exprimer et d'entendre aussi des choses qui peuvent nous déranger ou nous déloger. Ouais. Donc on est là au cœur d'un état d'esprit. Donc c'est bien aussi d'avoir donné des choses concrètes sur l'humiliation pour qu'on comprenne aussi ce contexte dans lequel nous sommes bien situés. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Je pense que ça va être, en tout cas, l'idée de la peur, là. On a rencontré des personnes du conseil de quartier et qui nous ont dit la peur des riverains par rapport à qui va habiter là. Et puis, vous ne vous rendez pas compte, les personnes qui vont être dans ce lieu, des femmes avec des enfants, avec des jeunes dans le même bâtiment, mais est-ce que vous y avez pensé? Et beaucoup de peurs qui étaient exprimées. Et au fond, c'était très intéressant d'entendre une des responsables de gamme qui disait ben voilà, c'est vrai que ça peut susciter ce genre de réaction. Des femmes seules avec enfants qui se trouvent dans des appartements juste à côté de jeunes, des messieurs et tout. Mais ça se passe très bien ailleurs. C'est aussi voulu comme un lieu de mixité, un lieu de différence, pour pas mettre de parquet en fait des gens avec un profil X, tout le même profil au même endroit. Et c'est aussi que ça peut développer des lieux de solidarité. Et la personne la dame qui travaillait en tant que travailleur social à Gamme disait bah justement des fois c'est bien pratique quand il faut bricoler dans l'appartement d'avoir des compétences qui sont là et ce dialogue, alors je ne sais pas si ça a éteint la peur, mais en tout cas elle a été nommée et puis après on espère que c'est aussi des choses qui peuvent être relayées pour éviter que des discours enflent et qu'il y ait des éléments concrets qui permettent de des fois dénouer des situations. En tout cas, la peur se dissout dans la rencontre. Ouais. Très bien. En tout cas, ça va être un enjeu. Merci pour ces réflexions. Hein. Et puis, moi, j'ai senti l'espérance là. Alors... Non, mais l'espérance, c'est ce qui nous permet aussi de regarder en face les choses. Alors, est-ce que on conclut là? Peut-être simplement de dire... Hop là. Attendez, on va faire quelque chose de plus simple. Qu'il y aura un prochain rendez-vous. Voilà. Ça, c'était pour ce soir. Et puis, la prochaine date, prochaine rencontre que nous vous proposons, c'est le jeudi 30 juin, notre soirée de gala. Et nous allons recevoir Philippe Royer. Philippe Royer, qui est un entrepreneur qui a commencé dans le secteur agricole, qui a été responsable de Synergie, plusieurs centaines d'employés. Et au fond, il a développé, à la fois, il a été confronté aux questions écologiques par rapport à la crise du milieu agricole, et au fond, pour retrouver de la qualité des produits. Il y a eu tous des enjeux, et il a développé, par exemple, des démarches d'aromatothérapie ou de phytothérapie pour les vaches, de manière à ce que le lait soit de très bonne qualité, et puis aussi avec des objets connectés, de découvrir des blessures, et au lieu d'arriver avec des médicaments et des choses comme ça, grâce à ces objets connectés, de localiser la blessure et ensuite de développer l'ostéopathie pour les vaches. Donc ça, c'était son point de départ. Et puis ensuite, il a aussi eu des rencontres, et ces rencontres l'ont sensibilisé, notamment dans le cadre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Il en a été le président pendant plusieurs années. Il vient de passer le flambeau là, en 2022. Et dans ce cadre-là, il a été sensibilisé à la vulnérabilité, et il a beaucoup travaillé sur la question du handicap en entreprise, et de voir comment inclure l'handicap. Et au fond, il en parle aussi en disant que c'était un enrichissement, comme tu le soulignais tout à l'heure. Et puis aussi, il a travaillé avec d'autres dans la question des prisons.
et comment proposer des emplois à des prisonniers pour, au fond, les réinsérer. Et voilà, donc il a un parcours tout à fait intéressant, étonnant, et puis avec lui, nous parlerons la question de s'engager, la question au fond de s'impliquer, et là, c'est son dernier ouvrage, S'engager pour le bien commun. Nous sommes en train de finaliser le thème de la soirée, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il y aura un lever de rideau. Il y aura 3 coups qui vont être frappés parce que le bâtiment émerge de terre, le carrousel va s'ouvrir et du coup, la pièce va commencer. Et il y a beaucoup de spectateurs, mais nous pouvons aussi être spect-acteurs, et c'est-à-dire entrer dans quelque chose. Et donc là, nous aurons un acteur qui va nous partager une expérience. Et puis le troisième acte, eh bien, c'est nous qui allons jouer dans cette pièce. C'est-à-dire dans cette pièce carrousel, maison par tous, eh bien, il y a des rôles. Il y a des rôles qui peuvent être précis, il y a des rôles qui peuvent être complètement ouverts. Et à chacun, nous pouvons trouver un rôle. Et au fond, le théâtre forum, ou bien, je ne sais pas, il y a plein d'initiatives comme ça, mais qui développent des scénarios qui ne sont pas écrits à l'avance. Là, j'ai appris que dimanche soir, il y avait un film qui allait être tourné en direct, et le scénario, il est posé, mais il n'est pas fini. Et il y a quelque chose qui va se passer au cours de la réalisation du film. Donc peut-être c'est ça ce qui nous attend. En tout cas, ça, ce sera un des actes de cette pièce. Et puis, vous avez chacun une place aussi pour interpréter un rôle. Voilà. Alors, yes, il y a quelque chose. Oh là là. Mais tu as des choses intéressantes dans ton panier. Voilà, c'est pour remercier Emmanuel de ta présence. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une excellente soirée, un bon retour chez vous, et puis jusqu'à nous revoir, que Dieu vous garde dans sa main.